Quel bonheur de vous retrouver ce lundi. Bonjour à tous. L'Instant R fait sa rentrée sur France 3 à 26 minutes pour vous accompagner tous les matins de la semaine. Ensemble, on sillonne nos belles régions pour parler bien-être, parce que c'est important de prendre soin de soi, pour parler pratique, histoire de se simplifier son quotidien, et aussi pour parler des tendances qui se dessinent ici et là. Un exemple avec ce matin, le DMP, c'est en fait le dossier médical partagé. En clair, c'est un carnet de santé numérique. Alors, c'est pratique. On n'a plus à se déplacer avec notre livret sous le bras. Oui, mais est-ce vraiment fiable? Le secret médical est-il vraiment conservé? On en parle dans un instant. La rentrée rime trop souvent avec les factures qui se multiplient, c'est vrai. Alors imaginez une vie où l'on n'a plus de factures de chauffage. C'est le défi des maisons dites passives. Elles se multiplient partout en France. Mais comment ça fonctionne? Les économies à la clé sont-elles réelles? On vous dit tout ce matin. Et en ce lundi 3 septembre, une pensée pour tous les bambins qui reprennent le chemin de l'école. Une reprise qui peut parfois tourner au cauchemar. La phobie scolaire toucherait entre 1 à 2% des enfants. Une vraie épreuve pour l'élève, mais aussi pour les parents. Alors, quelles sont les solutions pour lutter contre ces troubles anxieux? C'est l'instant pratique du jour. Malaise, crise d'angoisse, tétanie, pour certains enfants, la rentrée scolaire se transforme en véritable cauchemar. Impossible pour eux de franchir le seuil de l'école. On appelle cela le refus scolaire anxieux, plus connu sous le nom de phobie scolaire. Quelles sont les causes de ce trouble désormais reconnu? Existe-t-il des méthodes ou des structures pour accompagner les enfants? Vous allez voir, les solutions existent pour leur permettre de reprendre confiance en eux. Conseil numéro 1, osez en parler. Quand je me réveillais, on me disait d'aller à l'école, je me préparais. Puis tout d'un coup, je me sentais vraiment pas bien. J'avais soit une migraine, ou alors je vomissais, ou j'avais des problèmes gastriques. Enfin, c'était assez compliqué. En écoutant Romain, on comprend que la phobie scolaire n'est pas un caprice, ni un refus d'apprentissage. Le mal-être de l'enfant est réel, mais irraisonné. Le premier conseil, c'est donc d'oser en parler avec un thérapeute pour comprendre d'où peut venir cette peur panique. Ça peut être pour des raisons d'anxiété excessive, comme ça peut être aussi par inquiétude pour un de ses proches ou plusieurs de ses proches. Ça peut aussi être des situations de harcèlement. Une fois la parole libérée, il faut donner à l'enfant des outils pour dompter l'anxiété qui l'empêche d'avancer. C'est le conseil numéro 2. Après, tu soulignes le vocabulaire qui est difficile s'il faut et on cherchera ensemble. Depuis 10 ans, le CHU de Montpellier propose une prise en charge spécifique des enfants souffrant de refus scolaire anxieux. Ici, on leur apprend à gérer eux-mêmes leur stress, une approche basée sur les thérapies cognitives comportementales. Et les pensées d'anxieux sont toujours des pensées un peu catastrophiques, assez irrationnelles. On va leur apprendre à repérer ces pensées-là et à les modifier et apprendre à les gérer ou apprendre à plus les écouter quand elles arrivent. Chaque année, cette unité accueille une dizaine d'adolescents. Après leur passage ici, la plupart ont retrouvé le chemin de l'école. Conseil numéro 3, privilégier les soins études. On l'a dit, pas question de forcer un enfant souffrant de refus scolaire anxieux à aller à l'école. Par contre, il faut garder la continuité scolaire et le lien social qui va avec. À Grenoble, les adolescents sont hospitalisés dans cette clinique psychiatrique où les cours sont proposés sur place, en petits groupes, avec des horaires adaptés. On peut mieux suivre, poser les questions. Enfin, moi, personnellement, j'ose plus prendre la parole que dans une classe normale. Puis tout le monde est bienveillant les uns avec les autres. Il existe 12 cliniques comme celle-ci en France et 70% des lycéens reprennent des études après les soins. On vient de le voir, la phobie scolaire n'est pas une fatalité. En osant en parler, en travaillant sur l'anxiété et en privilégiant les soins études où l'adolescent peut se recentrer sur lui, on met toutes les chances de son côté pour qu'il retrouve doucement et sereinement le chemin de l'école. Et si vous souhaitez plus d'informations sur ce sujet, il existe l'association Phobie Scolaire. La liste des correspondants régionaux est en ligne sur phobiescolaire.org. Et parce que l'Instant R vous donne la parole, si vous avez été confronté au sein de votre famille à des phobies scolaires, dites-nous comment vous avez fait pour venir en aide à l'élève. N'hésitez pas à vous filmer et à nous envoyer votre témoignage sur la page Facebook de France 3, toute région. Vous le voyez sur l'écran. Alors si cette rentrée est angoissante pour les enfants, elle l'est aussi pour nous, parents. Il faut dire que ça nous replonge dans des souvenirs plus ou moins douloureux en fonction de nos parcours, bien sûr, et des enseignants que l'on a croisés. Il y en a un à Paris qui n'est pas présent ce matin pour accueillir ses élèves. Et pour cause, il vient de partir à la retraite, mais vous allez le voir, ce prof-là laisse des souvenirs impérissables. C'est le portrait du jour. Pendant que nous dormions,
les aiguilles de la pendule poursuivirent leur giration. Minuit, l'heure des fantômes et des goéties. Lui, c'est Victor, mon maître d'école il y a 30 ans. Je retrouve ma place d'enfant comme au théâtre pour assister à cet irrésistible spectacle. 7 h du matin, heure à laquelle nos réveils... Et c'est comme ça tous les matins. Et pourtant, aucun ne ressemble à un autre. Un canard qui pédale pour départager des élèves. Un perroquet qui enseigne la politesse. Une flûte à bec peuplée d'étranges personnages. Troisième éducation, le monsieur lève les bras vers le ciel et il crie « Hurrah et Hurax, je l'ai !» Et d'élégants noms d'oiseaux. Non, c'est les tourneaux qui pissotent. La fauvette, elle zinzinule. Zinzinule. Les petits chevaux ont-ils mangé leur picotin? Oui. Les conducteurs ont-ils bu tout leur vin? Oui. 1, 2. Derrière le rire et le plaisir, toujours l'apprentissage, mais comme si de rien n'était. Je ne suis pas une méthode particulière, parce que j'ai toujours été incapable de m'intéresser à ces trucs-là. Donc les choses se font comme ça, quoi. Mais quand je vois toutes ces fiches, j'ai du mal à y croire. Des classeurs remplis de notes pour alimenter l'année scolaire. Et avec Victor, aucun objet n'est là par hasard. Comme ce petit terrain de football conçu par ses soins, ou ce fabuleux circuit fait maison pour apprendre à compter. Il m'a fait mal. Il conviendrait que vous concluiez en vous administrant une accolade réciproque qui signifie... Et tout au long de la journée, Victor joue avec les mots, comme s'il ouvrait une grande malle remplie d'un langage souvent oublié qu'il ressuscite. C'est un dictionnaire, mes parents, du coup, quand je leur dis des mots, ils peuvent regarder sur le dictionnaire et ils peuvent voir. Il a son univers et puis il a ses personnages. Je crois que c'est ça qui plaît aux enfants, c'est que c'est un petit théâtre à lui tout seul. Mais dans quelques jours, pour Victor, le rideau va tomber. Ça fait combien de temps que tu es dans cette salle? Dans cette salle, ça fait 35 ans. Tu t'en es jamais lassé? Bah non. L'habitude, c'est la richesse des pauvres. Alors non, je m'en suis jamais lassé, quoi. Après 41 ans de carrière, ces enfants sont les derniers à profiter de Victor. Je me demande s'ils mesurent la chance qu'ils ont eue d'avoir été accompagnés par ce maître hors du commun. Il y a 30 ans, je l'ai tout de suite compris, à tel point que j'ai toujours gardé un lien avec cet instituteur devenu mon ami. Et justement, on pense ce matin aux enseignants. Ils sont 861 000 en France, alors bonne rentrée à vous. L'Instant R, c'est aussi l'occasion de s'intéresser aux nouvelles tendances. Que penser des carnets de santé numériques? Ça a l'air pratique. Tout est rassemblé sur sa carte vitale. Mais certains professionnels s'en inquiètent. Ils craignent notamment que le secret médical ne soit plus si bien gardé. Sa santé en ligne, c'est le dossier de la matinée. Il y a plus de 20 ans, souvenez-vous, il était en papier jaune et bleu. Ce carnet de santé devait déjà regrouper toutes les données médicales des patients. Aujourd'hui, il est numérique, c'est le DMP, le dossier médical partagé. Vous avez la carte vitale? Oui, bien sûr. Merci. Sur le DMP de cette patiente apparaît l'historique des remboursements de la sécurité sociale des 2 dernières années. Vous avez eu de l'échographie, de la radio, ça apparaît. Vous avez eu des prises de sang, ça apparaît. Alors je ne vois pas les résultats, je ne vois que la prescription. Le DMP n'est pas obligatoire et il est partagé avec les différents professionnels de santé après l'accord du patient. Objectif, mieux coordonner les soins, éviter les erreurs de prescription et les examens en doublon. Quand mon patient vient dans mon cabinet, j'ai mon dossier, ça va bien. Mais tout ce qui a été fait ailleurs, je n'y ai accès que si on me l'a envoyé. Là, si on prend l'habitude de le mettre sur le DMP, je vais y avoir accès chaque fois que le patient a autorisé à ce qu'on mette les éléments sur son DMP. Et ça va quand même changer la donne. Pourtant, le dossier numérique ne date pas d'hier. Créé en 2004, relancé en 2010, un rapport de la Cour des comptes dénonce un fiasco financier. 500 millions d'euros dépensés pour seulement 400 000 dossiers ouverts sur les 5 millions prévus.
Après 12 ans d'atermoiement, la Caisse d'assurance maladie reprend le dossier en main. Depuis plus d'un an, le DMP deuxième génération est testé dans 9 départements, dont le Bas-Rhin, le seul dans le Grand Est. Ici, au centre Paul Strauss à Strasbourg, les agents de la CPAM démarchent les patients pour créer leur dossier en un seul clic. Et ça, c'est le mot de passe qu'il faudra donc réinitialiser. J'en ai déjà entendu parler, mais je ne l'aurais pas ouvert tout seul. Pour quelle raison ? Sécurité. C'est des professionnels qui le font, alors elles sont au courant. Cette piqûre de rappel dans les hôpitaux permet aussi de remotiver les médecins dans l'utilisation du DMP, primordial en cas d'urgence. Le DMP peut nous dire que ce patient est allergique à tel produit, qu'il est diabétique, qu'il a un risque, par exemple, qu'il a un stent, qu'il a telle prothèse, etc. Ce qui nous permet tout de suite de cadrer la situation et d'être le plus adapté possible par rapport à sa prise en charge. Cette remobilisation a porté ses fruits dans le Bas-Rhin. Au total, 120 000 dossiers numériques en 4 ans, dont 70 000 ouverts rien qu'en 2017. Et pour inciter les médecins à consulter les DMP, il a fallu simplifier l'accès aux dossiers. Ça prenait du temps à un professionnel pour accéder au dossier médical partagé. Donc il était important de travailler avec les éditeurs de logiciels informatiques pour qu'ils simplifient cet accès, pour qu'il soit plus rapide. Avec une trentaine de consultations en moyenne chaque jour, ce médecin justifie ses réticences au DMP par manque de temps pour transférer les données et surtout par souci de confidentialité. Tous les médecins qui sont inscrits au DMP peuvent avoir accès au dossier des malades en disant que c'est une urgence, en disant qu'ils ont l'accord. Il y aurait besoin de rien d'écrit. C'est quand même un danger au niveau du secret médical, au niveau d'assurance ou de prêt immobilier. Tous les médecins peuvent avoir accès à ça. Les pharmaciens vont aussi expérimenter le carnet numérique. Le déploiement du DMP en France est annoncé pour cet automne. Et si vous voulez en savoir encore plus sur le dossier médical partagé, je vous invite à vous rendre sur dmp.gouv.fr. Ce site répond à pas mal de questions. On reste ensemble à un peu plus de 11 h. Dans un instant, nous rejoindrons la Moselle pour découvrir une exposition entièrement consacrée au héros de Hergé, le célèbre Tintin. On parlera également d'une nouvelle approche du jardinage avec la permaculture. L'idée, c'est que les insectes, les animaux et même les hommes vivent en harmonie. Il paraît que c'est possible. Tout comme ne plus recevoir de facture de chauffage. Seule condition, habiter dans une maison dite passive. Un concept qui séduit. On va essayer de comprendre pourquoi en rejoignant Mordel, c'est en Bretagne. Depuis 2 ans, cette locataire habite cet appartement de 92 mètres carrés. Et surprise, elle n'a pas eu besoin de chauffage. L'immeuble est parfaitement isolé. La construction de l'édifice est dite passive. Une nouveauté pour cette habitante. Le gros avantage, c'est vraiment la constance dans la température. C'est-à-dire qu'il fait partout à peu près la même température et il n'y a pas de rupture de chaleur comme on peut parfois avoir dans une maison. On passe d'une pièce à une autre et puis tout d'un coup on sent le froid. Cet habitat participatif de cet appartement est pratiquement terminé. Il est en ossature et en pardage bois, car par principe c'est un bon isolant. Des capteurs photovoltaïques ont été installés, c'est donc de l'éco-construction, mais avec une isolation renforcée, c'est en plus un habitat passif, grâce notamment à sa ventilation double flux. On va préchauffer l'air entrant avec l'air intérieur qui s'échappe vers l'extérieur. Donc cette ventilation double flux assure une très bonne qualité de l'air et un très bon confort également, puisque l'air qui va entrer à l'intérieur du logement est quasiment déjà à peu près à la température ambiante. Cela représente un surcoût du prix de la construction de 7 à 10%, avec un retour sur investissement de 15 ans. Mais il y a de la demande, notamment en Bretagne. Les professionnels du bâtiment, tous secteurs confondus, doivent donc s'adapter, se former. Ils sont une vingtaine dans cette session proposée par Abibois. On sent une demande qui commence à poindre avec des gens qui sont de plus en plus soucieux des économies d'énergie dans leur construction. Et puis aussi des gens qui sont informés sur de nouveaux matériaux. Et là, il faut être capable de répondre à leurs demandes et il faut être capable, je dirais, d'en savoir autant qu'eux. Ici, c'est le même cas de figure en pignon. Alors par exemple, on aurait le même... La première maison passive en France date de 2009, en Allemagne de 1991, un retard qui peut s'expliquer. En France, on a toujours
fait attention en fait plus aux matériaux qu'à l'économie d'énergie quand on parle d'écologie dans le bâtiment. Alors une des raisons, c'est le prix de l'énergie en France qui est très très bas par rapport au reste de l'Europe. Un autre aspect qui est lié en fait à cela, c'est que dans beaucoup d'autres pays de l'Europe centrale, la réglementation thermique est beaucoup plus exigeante depuis beaucoup plus longtemps. Un retard qu'il va donc falloir rattraper. D'ici 2020, le Parlement européen demande que toutes les constructions neuves adoptent le standard passif. Il ne va pas falloir traîner. Et si vous êtes tenté par ce type de construction, vous trouverez pas mal d'infos sur lamaisonpassive.fr. Alors économiser l'énergie, ça peut être une philosophie tout comme l'est la permaculture inventée par 2 scientifiques dans les années 70. L'idée, c'est de créer un écosystème où tout le monde vit en harmonie de façon autonome, un concept séduisant qui a intrigué notre équipe de Rennes. Elle s'est rendue dans une micro-ferme d'1 demi-hectare, on la rejoint. C'est un petit coin de verdure à l'orée de la ville où la végétation s'exprime pleinement et spontanément. Le maître d'œuvre en est Michael Hardy. Il a créé cette micro-ferme en permaculture sur le modèle du fonctionnement de la nature. Sous une des serres, il récolte des feuilles d'uluco, une plante d'Amérique centrale. On va essayer d'aménager par exemple ici une ferme avec des petits jardins, des petits champs qui, pour chacun, ont un écosystème particulier, un microclimat particulier, ce qui fait que les plantes vont mieux pousser, vont être plus autonomes, il y aura moins besoin de les arroser, moins besoin de s'en occuper en fait. Vous allez pouvoir faire les fleurs aussi, les fleurs de moutarde jaune, il va falloir bourrache et puis tous les soucis que vous pouvez trouver en fleurs. L'origine de ce projet Permagraine remonte à l'été 2016, lorsque l'ancien naturaliste paysan s'installe sur cette friche agricole de 5000 m² à la Prévalais, prêtée à titre gracieux par la ville de Rennes. Depuis, la prairie s'est transformée en exploitation maraîchère et pour encore optimiser le potentiel des lieux, Soisic rejoint l'aventure en tant qu'associé. J'avais bossé en maraîchage bio, un peu plus conventionnel, mais bio quand même, quoi. Et c'est ce que j'apprends aujourd'hui en formation. Et je trouve qu'il y a encore un impact trop négatif sur le monde qui nous entoure et la terre. Alors que là, il y a vraiment un respect complet de ce qui pousse naturellement. On recrée des habitats pour pas mal d'insectes, d'animaux. Et c'est ça aussi qui me plaisait, de faire vraiment quelque chose qui avait du sens complètement, quoi. Ici, la camomille matricaire et l'oseille côtoient le céleri, le seigle ou l'amande chocolat par exemple. Certains sont cultivés, d'autres non. Talus exposé côté sud, microclimat de la Méditerranée. Côté nord, microclimat plutôt du nord de la France. Et la Bretagne en surface, en haut du talus. Ce qui nous fait que sur 1 m², on a 3 possibilités extraordinaire de faire cohabiter des plantes qui ne pourraient pas cohabiter autrement, quoi. Sur certains talus, on va mettre de la vigne, des tomates au sud et des poireaux et du chou au nord. Et donc poireaux plus chou, ça sulfate les vignes, donc ça empêche le mildiou. L'œillet d'Inde, c'est juste pour faire joli? Non, l'œillet d'Inde, c'est anti-nématode. Donc tous les vers parasites du sol. Donc c'est pour ça qu'on le met souvent près des tomates ou près des salades, etc. Des conseils, des légumes, des plants, des herbes oubliées ou méconnues, les clients de Mika viennent chercher tout ça au marché, où sont vendus les produits de la ferme. Devant l'étal se retrouvent chaque semaine des restaurateurs aussi comme Grégoire, du Bercail. Que puis-je faire pour vous? Chiso, tu veux? Ouais. Tu veux combien? Tout. Mika, il fait un travail super intéressant sur la permaculture. Et que du coup, nous, le but du restaurant, c'est de travailler que des produits bretons. Les graines ne viennent pas forcément de Bretagne, mais elles peuvent venir de plus loin. Mais après, le but, c'est d'acclimater ces plantes-là ici, là, à Rennes, et qu'après, nous, on puisse profiter d'avoir des ingrédients qui peuvent être aussi un peu exotiques, comme le shiso ou les sojas dont ils viennent de parler, et puis pouvoir le mettre dans notre cuisine sans que ça vienne de l'autre bout de la planète, quoi. Revenu derrière les fourneaux aux côtés de Sybille, sa compagne, le chef imagine une petite recette à sa façon avec les herbes du marché. Et donc dedans, on met le shiso. On va mixer tout ça. C'est la feuille de shiso qu'on a mixée dans le blanc manger et qu'on va cuire au four.
purée de feuilles de moutarde, fleurs de bourrage, de la mertensia pour ce plat végétal aux saveurs surprenantes et plutôt rafraîchissantes. Retour dans la prairie où le maraîcher a mis en place une école de permaculture, 2 demi-journées par semaine. On en a fait déjà des semis il y a 15 jours. Donc tous les 15 jours, vous allez pouvoir renouveler vos semis de courgettes de façon à ne pas avoir toutes les courgettes en même temps en fait. Une école pour transmettre mais aussi pour ouvrir la ferme et favoriser le lien avec les habitants. Quand on s'installe à Rennes, aux portes de la ville, il y a plein de monde, donc plein d'urbains, donc qui sont en demande en plus de se remettre les mains dans la terre, les pieds sur terre. Et du coup, forcément, on a une grosse demande. C'est pour ça que j'ai fait ces cours de permaculture. Ils sont une quinzaine à profiter ainsi de cet enseignement au fil des saisons, intégrant les notions d'échange entre les plantes, les animaux, insectes, oiseaux, batraciens, qui chacun répond aux besoins de l'autre. Qu'est-ce qu'on a sur les rumex? Vous avez vu la poudre noire là? Vous pouvez regarder sur toutes les plantes que j'ai plantées, en fait, les plantes, il n'y a pas d'attaque de pucerons. Donc, on fait attention à laisser justement ces mauvaises herbes exprès pour attirer les parasites et ensuite les auxiliaires et puis favoriser justement la bonne santé en fait, des cultures, quoi. Je suis venu ici parce que j'étais intéressé par tout ce qui était biodiversité sur la parcelle en permaculture parce que je souhaite en fait créer un projet là-dessus professionnel avec mon ami. Qu'elle soit professionnelle ou simplement celle de cultiver son jardin, les motivations des élèves sont diverses. Apprendre à produire bio de façon intensive, sans pesticides ni engrais, sans eau non plus et sans déchets. Une forme de laboratoire expérimental, mais toujours en relation directe avec la population. Moi, je ne voulais pas, en tout cas, monter ce petit projet avec une petite surface en plein milieu du bocage. Ça n'avait aucun intérêt. J'avais besoin vraiment de montrer qu'un outil comme ça, c'est là aussi pour créer justement de la reconnexion entre les gens. Et parti de rien, sans aucune aide, l'objectif de Mika est bien de prouver que c'est possible, que c'est viable et rentable, une autre façon de cultiver la terre, durable dans le temps. Une belle philosophie qui connaît d'ailleurs un grand succès en France. La permaculture ne cesse de se développer dans nos régions. C'est l'heure de l'instant découverte qui nous emmène ce matin en Moselle pour visiter une exposition entièrement consacrée à Tintin. Et on ne le sait pas toujours, tout a commencé avec la création d'un hebdomadaire. C'est un véritable voyage dans le temps qui est ici proposé aux visiteurs. Présentée sur plusieurs niveaux, l'exposition retrace 4 décennies d'aventure, celle d'un hebdomadaire lancé juste après-guerre. Il faut bien imaginer l'Europe en 1946, encore dévastée, l'Europe traumatisée, certaines personnes ne sont pas encore revenues chez elles, et germé, chez les Belges un peu fous, cette idée de créer un hebdomadaire frais pour la jeunesse, qui veut non pas tourner le dos à ce qui s'est passé, mais en tout cas repartir sur des bases saines. Le succès est immédiat, Leblanc et Hergé sont des précurseurs, ils rivalisent d'imagination pour attirer les lecteurs. En découpant ces petits timbres, on les collait, on les rassemblait, on fidélisait d'une semaine à l'autre, on complétait et on pouvait obtenir des cadeaux. C'est un moyen ingénieux, au-delà même effectivement de fidéliser par les histoires qui apparaissent chaque semaine, les planches qui apparaissent chaque semaine pour chaque héros. Et pour se faire connaître, le journal ira même jusqu'à s'afficher sur des savons ou des camemberts. Il y aurait même un grand producteur de soda américain qui a contacté le journal Tintin pour pouvoir avoir aussi ce lien très fort de cet hebdomadaire qui commençait à inonder l'Europe. Traduit dans presque toutes les langues, le journal Tintin plaît à la jeunesse. Dans les années 60, il sera édité à plus de 300 000 exemplaires chaque semaine. Dans ces pages, en lui-même, on pouvait y voir comment pratiquer le sport. On pouvait voir effectivement la naissance de certains héros. Le personnage d'Hergé a été le moteur, c'est vrai, du lancement du journal Tintin, mais petit à petit, il va être dépassé par certains héros. Torgal va le dépasser en notoriété, en succès, va avoir son propre lectorat. Black et Mortimer, c'est la même chose. Yakari, c'est la même chose. Pour de nombreux auteurs, le journal Tintin a été un formidable tremplin. La plupart des héros ont survécu à la disparition de l'hebdomadaire en 1988. Et avec plus de 200 planches et dessins originaux, cette exposition s'adresse donc à tous les nostalgiques, mais aussi à tous les jeunes de 7 à 77 ans.
cette exposition, c'est accompagner un lecteur de bande dessinée. C'est aussi une part d'histoire, d'histoire contemporaine. Et c'est aussi, c'est vrai, le plaisir de découvrir des talents. Parce que, après tout, qui est le héros principal de tout ça? Ça reste quand même le dessin et l'histoire dessinée. Intitulée La saga des jours heureux, cette rétrospective est à découvrir au château de Malbrouck jusqu'au 30 novembre prochain. Et pour connaître toutes les infos pratiques autour de cette exposition, tarifs, horaires, rendez-vous sur château-malbrouck.com. L'Instant R revient dès demain, 10h50 sur France 3. Notre instant pratique sera notamment consacré à la colocation, un sujet d'actualité à quelques semaines de la rentrée universitaire. Et ça va vous intéresser si vous avez des étudiants à la maison. Très belle journée à vous. Midi en France fait sa rentrée à Piriac-sur-Mer, tout de suite sur France 3.